C'est l'heure de notre second débat, on change complètement de thème, c'est le principe de cette émission. On va parler des passoires thermiques et des ratés de notre politique de rénovation des bâtiments. La loi climat et résilience oblige les propriétaires, vous le savez, à faire des travaux, faute de quoi ils ne pourront plus louer leurs appartements. Qui est concerné? Les bailleurs sont-ils prêts? C'est un reportage de Fabien Recker à Paris. C'est parti. Allez. Thierry Tahar fait le tour du propriétaire. Ce 3 pièces situé dans l'Est parisien, acheté 375 000 €. Thierry veut le mettre en location, mais il doit d'abord faire quelques travaux de rénovation. Ça, c'est du simple vitrage et donc ça sera maintenant un double vitrage. C'est assez vétuste, donc on va aller sur quelque chose de plus moderne. On va mettre un isolant donc sur le mur et ce qui va permettre en fait d'être beaucoup mieux isolé et pas perdre de chaleur. Après un diagnostic, l'appartement a été noté F, synonyme de faible performance énergétique. Depuis cet été, les bailleurs propriétaires de logements notés F et G ne peuvent plus augmenter le loyer. Ces passoires thermiques seront même progressivement interdites à la location. Pour les logements classés F comme celui-ci, ce ne sera le cas qu'en 2028. Mais Thierry Tahar a voulu prendre les devants. On savait qu'il était classé F. On voulait tomber sur du D. Et pour ce faire, il fallait donc à la fois changer, comme je dis, les fenêtres, les volets roulants, mais aussi isoler. Thierry a fait faire des devis. Les travaux vont lui coûter 12 000 €. Propriétaire de plusieurs appartements, ce chef d'entreprise a les moyens de les réaliser. Mais ce n'est pas le cas de tous les clients de son agent immobilier. Il n'y a pas que des propriétaires riches ou des bailleurs qui ont les moyens. Il existe de jeunes investisseurs ou des investisseurs tout court qui ont placé leur argent et espèrent une rentabilité et pour lesquels les revenus locatifs comblent tout juste le coût de l'emprunt. Et pour le moment, ces propriétaires n'ont pas pu relouer au 1er janvier leur logement. Il existe pourtant des aides pour améliorer la performance énergétique de son bien. Fini le crédit d'impôt pas assez incitatif. Depuis 2020, MaPrimeRénov' offre une prime forfaitaire versée au moment des travaux et modulée selon les revenus du foyer. 70% des aides versées l'an dernier ont aidé les Français à changer leur chauffage, une action vertueuse mais insuffisante sans travaux d'isolation. Un problème, en particulier dans les copropriétés, peu enclines à voter des rénovations de façade et de toiture. On sanctionne, entre guillemets, le copropriétaire bailleur en lui disant « vous avez un logement qui est énergivore ». En réalité, il faut savoir que ce n'est pas forcément le logement, mais c'est l'enveloppe, c'est la copropriété qui est énergivore. Et donc, on m'a dit, malgré que ce soit en définitif la copropriété qui doit décider des travaux, c'est vous, copropriétaire, qui serez sanctionné en ne pouvant plus louer votre bien. Du côté des associations de défense des locataires, on rappelle que le diagnostic de performance énergétique existe depuis 2006. Les propriétaires bailleurs ne seraient donc pas pris au dépourvu pour rénover leurs passoires thermiques. Des bailleurs en majorité aisés. En France, un quart des ménages possèdent 2/3 du parc de logements des particuliers. Où passent les milliards de la rénovation énergétique et thermique? Voilà le thème de notre débat avec Karine Sebi. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes professeur en économie, titulaire de la chaire Energy Society à l'école de management de Grenoble, spécialiste du secteur de l'énergie. Et vous avez participé au lancement de l'Observatoire européen du bâtiment. Guillaume Gontard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, sénateur écologiste de l'Isère, le groupe écologiste au Sénat qui a lancé une commission d'enquête sur notre politique effectivement de rénovation thermique. On y viendra. Christophe de Merson, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Et Mathieu Croissando, évidemment, est resté à mes côtés. Karine Sebi, les objectifs de rénovation énergétique de la loi climat et résilience, le calendrier, est-ce que ça vous semble réaliste? Si on essaye de porter un regard un peu général pour commencer. Ensuite, on rentrera dans le détail. Alors l'objectif est fixé à 2050, donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même un temps qui est plutôt long, mais en l'état actuel de la rénovation et du rythme et aussi des gestes qui sont la plupart du temps mis en œuvre, notamment au travers de MaPrimeRénov', qui sont des gestes par geste et pas des rénovations globales et profondes. C'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à s'imaginer qu'on arrivera à atteindre ces objectifs. Ceci étant, le diagnostic est connu, les aides sont prévues pour évoluer
évoluer progressivement. Il me semble que MaPrimeRénov' lance des programmes d'aide justement qui vont permettre de mieux financer des rénovations plus performantes avec des bouquets de travaux. Donc si on part sur cette trajectoire et qu'on accélère surtout le rythme et qu'on passe de 2, 3 et progressivement à 4% du parc rénové chaque année, on pourra y aller. Mais voilà. Il faut accélérer. Et je pense aussi que la crise énergétique, elle envoie aussi un signal qui est très fort, puisque les prix de l'énergie ont bondi et la rénovation thermique devient très rentable et quelque chose qui est impératif à déployer massivement. Le retour sur investissement, comme on dit, s'accélère. Tout à fait. Voilà. Guillaume Gontard, c'est combien de milliards? Parce que par exemple, MaPrimeRénov', pour 2023, on est passé de 2 milliards en 2022 à 2 milliards 500 millions en 2023. Mais c'est pas. Il y a beaucoup d'autres dispositifs. On va parler des bâtiments publics un peu plus tard. Le thème, c'est comment sont utilisés les milliards de la rénovation thermique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est justement pour cela que vous demandez la commission d'enquête. Écologie, Solidarité et Territoire au Sénat a demandé et proposé cette commission d'enquête et donc qui s'est d'ailleurs réunie pour la première fois aujourd'hui et dont je suis le rapporteur. C'est justement pour ça, c'est de se dire il y a des milliards. Alors après on peut regarder année après année. On pourrait toujours dire qu'il en faut plus. Déjà, il faut de l'argent, ça c'est évident. Je veux dire, si on veut avancer, oui, ça coûte. Faire de la rénovation thermique, ça coûte, mais c'est indispensable. Par contre, et c'est le pourquoi de la commission d'enquête, c'est de l'argent public. Et donc cet argent public, de savoir est-ce que il est bien utilisé, est-ce que voir son efficacité et voir justement si on tient les objectifs. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur les 10 dernières années, les objectifs n'ont jamais été atteints. À chaque fois, on avait cet objectif, et quels que soient les gouvernements, parce que là, je dirais que c'est même pas la question on avait des objectifs de 500 000 logements rénovés, on les a jamais atteints. Ça s'accumule. Ça s'accumule. On remet des couches aussi successives sur MaPrimeRénov', sur des dispositifs qui sont différents. Donc on est en train de construire un peu une usine à gaz que plus personne ne comprend réellement. Donc je pense qu'il y a vraiment nécessité de regarder justement un petit peu en profondeur l'ensemble de ces mécanismes, de voir ce qui marche. Parce qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent, ce qui ne marche pas, d'évaluer justement à quoi servi réellement cet argent public. Mais c'est vrai que ça a été dit, quand on voit que MaPrimeRénov' à 70% a financé des moyens de chauffage. C'est-à-dire qu'on est passé d'une chaudière fuel à une chaudière gaz. On peut se poser la question de l'utilité aujourd'hui. Donc ça, c'est vrai que ça questionne. Et par contre, c'est 20% pour de la réelle rénovation. Et le nombre de bâtiments réellement rénové, BBC, enfin je veux dire là où on devrait réellement aller, basse consommation. Si on regarde la Cour des comptes, elle nous annonce 2 à 3 000 logements. Alors on peut discuter de ces chiffres sur le type de qualité de rénovation, mais on voit que c'est très très peu. On le comprend bien. On reviendra évidemment, on fera un vrai chapitre autour de MaPrimeRénov' parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Christophe Demerson, passoire thermique. Alors il y a des catégories qui sont liées à la loi climat et résilience, avec un classement. Les logements G+, sont interdits à la location depuis le 1er janvier. Donc là, c'est 140 000 habitations dans le parc locatif privé, 50 000 habitations dans le parc social. Et puis, quand on descend, il y a un calendrier qui est prévu. G+, en 2023, G en 2025, F en 2028, E en 2034. Allez, j'espère que c'est pas une colle, mais simplement la catégorie G. Donc ceux qui sont les plus rapidement concernés, c'est combien d'appartements, combien de logements? Je vais revenir sur tout ça, sur tout ce que vous avez énoncé. Je reprendrai déjà en préambule les propos de monsieur le sénateur. Oui, effectivement, tout de suite, on est en train de se diriger tout droit vers une usine à gaz où plus personne ne comprend rien. Oui, je le confirme, plus personne ne comprend rien. Nous, on a alerté il y a longtemps. Nous, à l'UNPI, historiquement, on est là pour conseiller les propriétaires et pour les défendre. Donc surtout pour les conseiller. Les conseiller, ça veut leur dire quoi? Ça veut dire faites des travaux. C'est-à-dire que nous, notre discours, depuis 120 ans, si on existe au départ, c'est justement pour conseiller les propriétaires et leur dire faites des travaux. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que des gens, chez nous, nos adhérents, font des travaux. Nous, on leur a toujours dit faites des travaux. Pourquoi? Pour valoriser votre patrimoine et puis aussi pour que vos locataires soient fidèles, qu'ils restent chez vous, qu'ils soient bien et qu'ils fassent des économies d'énergie. On le disait bien avant la crise énergétique, puisque valorisation du patrimoine, et là, etc. Le discours, c'est faites des travaux, sinon vous ne pourrez plus louer votre appartement. J'allais dire à la limite que le vrai problème n'est pas là, et on en parlait avant de rentrer sur votre plateau. En réalité, le vrai problème, c'est qu'on change les règles du jeu en cours.
Aujourd'hui, on nous parle du DPE, mais en réalité, le DPE dit diagnostic de performance énergétique. Donc c'est ce qui permet de dire si un logement est G+, F ou E. D'accord. Voilà. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que ce nouveau diagnostic de performance énergétique, ce nouveau DPE, les règles du jeu ont complètement changé. Et ce qu'on a vu, nous, c'est que les propriétaires les plus vertueux, et c'est là que c'est grave, les propriétaires les plus vertueux avaient des notes, par exemple, je vous dirais en D, nouveau diagnostic de performance énergétique, mesdames, messieurs, tout le monde se retrouve en F ou en G alors qu'on était en D. Donc après, nous, quand on va voir des gens qui ont fait des travaux, on est dans des assemblées générales, on dit aux gens, faites des travaux, investissez, il faut... Le discours, et vous n'avez pas répondu à ma question. La lettre G, G+ ou G, ça représente combien de... Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la lettre G+, c'est-à-dire que les logements qui sont fermés aujourd'hui à 450 kilos par mètre carré, nous, on le savait, puisqu'on avait vu les graves dysfonctionnements du nouveau DPE, on avait alerté, c'est pour ça que je veux revenir là-dessus, parce qu'en réalité, c'est la genèse de toute cette usine à gaz. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ce changement de règles, tout a été faussé. Et ce qu'on s'est tout de suite rendu compte avec le nouveau diagnostic, c'est que notamment les petites surfaces étaient terriblement impactées. Donc nous, on a tout de suite prévenu le ministère, on leur dit attention, il y a des vrais problèmes. Je vous rappelle quand même que dans un premier temps, le DPE a été suspendu 2 mois. On nous a dit, oui, effectivement, c'est vrai, il y a des problèmes. On s'est réunis au ministère, on nous a dit, oui, il y a des problèmes. Oui, il y avait des problèmes, tout le monde l'a dit. Tous les acteurs du bâtiment ont dit ces problèmes. Et maintenant, on nous a dit, on ferme 100 000 appartements. On ferme 100 000 appartements. Nous, on dit, on ne va pas en fermer 100 000 sur les G+. Risque d'assèchement du parc locatif, on y reviendra. Pardon, mais des réponses un peu plus courtes, s'il vous plaît, et un peu moins techniques, parce qu'on va perdre une partie de nos téléspectateurs. Je reste quand même sur ce diagnostic, effectivement. Karine Sebi, je voudrais bien avoir votre expertise. Est-ce que les nouvelles règles sont trop compliquées pour être appliquées ? C'est-à-dire pour déjà classer les appartements ou les maisons en fonction de leur efficacité thermique, on va dire ça comme ça. Alors, le fameux DPE, eh bien, en fait, elles ont été... le nouveau DPE... Donc, ça a été durci, si on comprend bien. Alors, je ne suis pas spécialiste du DPE, mais je sais que les règles, elles ont été mises en place pour essayer de simplifier et d'harmoniser en fait les règles de calcul. Parce qu'en fonction de l'âge de construction des bâtiments, excusez-moi, il ne faut pas être technique, mais de l'âge de la construction du bâtiment, en fait, soit c'était un DPE qui était basé sur les consommations énergétiques des occupants, et donc là, vous avez un biais parce que le comportement de chaque ménage diffère, ou alors, après une certaine date, c'était sur un diagnostic sur les performances thermiques. Et je pense que l'idée aussi, c'était d'harmoniser les modes de calcul. Et c'est vrai qu'on a vu qu'avec ce nouveau DPE, le nombre de passoires thermiques, je n'ai pas les chiffres en tête, mais a bondi. On est à 5,2 millions de passoires thermiques. Guillaume Gontard, Mathieu, vous voulez intervenir ? J'ai juste une question. Est-ce qu'on peut faire confiance aux diagnostiqueurs ? C'est une très bonne question. Normalement, ils sont agréés. Il me semble que oui. Moi, si vous voulez mon avis, bien sûr qu'on peut faire confiance. Je ne suis pas l'avocat des diagnostiqueurs, je vous rassure, mais on les côtoie quand même tous les jours. Les diagnostiqueurs, c'est comme dans toutes les corporations. Il y a des très bons diagnostiqueurs, il y a des bons diagnostiqueurs, les 98%, et puis il peut y avoir effectivement quelques diagnostiqueurs qui sont plus problématiques. Mais en réalité, les diagnostiqueurs font bien leur travail. Mais le problème, c'est l'outil. Parce que l'outil, on y reviendra sûrement, mais le problème, il est sur l'outil. Guillaume Gontard, on est mal parti parce qu'on n'est déjà pas d'accord sur le diagnostic de départ, si je comprends bien. Non, je me dis que vraiment, il y a vraiment nécessité de cette commission d'enquête pour faire le clair sur tout ça. Non, sur les DPE et sur les diagnostiqueurs, je pense qu'effectivement, il a évolué. On avait un DPE qui était très très faible, faut pas se le cacher. Enfin, je veux dire, c'était sur du visuel et c'était effectivement qui était trop laxiste ou tolérant. Mais c'était alors là pour le coup, c'est pas de la faute des diagnostiqueurs, c'était ce qu'on leur demandait de faire. Et donc c'est vrai qu'il y a eu un classement qui a été réalisé, je dirais un peu au doigt mouillé, on va dire. Mais donc vous nous dites que des logements qui étaient classés D, ça peut être normal qu'ils soient passés en E ou en F depuis. Voilà, moi je pense que de toute façon, il faut se rendre compte que un bâtiment qui est classé, un logement qui est classé G, c'est un bâtiment qui est insalubre, quoi. Enfin, je veux dire, qui est à habiter. Et ce qu'il faut voir sur la question de la rénovation thermique, il y a la question de confort, de bien vivre. Il y a la question de santé. Il y a plusieurs enquêtes qui ont été faites sur des bâtiments qui sont mal chauffés, parce qu'en général, c'est mal chauffé, mal ventilé, question d'humidité. Ça a un vrai impact sur la santé. Et puis un impact économique, parce que c'est vrai qu'on peut parler des loyers, justement, des logements. Mais si la facture de chauffage, c'est 2 fois, 3 fois le loyer, on voit bien, justement,
logement et qu'à un moment donné, de toute façon, ça va coincer, même pour les bailleurs et en termes de location. Donc, de toute façon, ces logements ne seront plus, je dirais, propres à la location. Donc, évidemment qu'il faut agir vite et que c'est indispensable. Alors, il y a eu cette évolution du DPE sur lequel, voilà, je pense que moi, j'attends de voir. J'ai vu l'enquête de Que Choisir, qui effectivement est pas très, en tout cas, montre effectivement les difficultés qu'il peut y avoir avec le même bâtiment qu'on va faire diagnostiquer 3 fois et avec des classements qui sont totalement différents. Donc ça, il y a nécessité effectivement de mieux cadrer les choses. Mais je dirais qu'en fait, il faut peut-être pas s'arrêter là. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut avancer et qu'il faut réaliser ces travaux. Donc voilà, ça c'est comment on réalise ces travaux et surtout comment on les réalise de manière globale, parce que là, toute la problématique qu'on a et sur l'argent public qui a été déversé, c'est voilà, sur un logement, parce que on va avoir des démarcheurs, parce que etc. On va changer par exemple des fenêtres. On va mettre des fenêtres double vitrage, formidable, sur un bâtiment qui est classé G. Si on refait pas la ventilation, si on travaille pas sur l'isolation, donc faut un programme global, quoi. Au contraire, on va créer de la pathologie dans le bâtiment. Plutôt que de saupoudrer l'argent, il faut de mettre le paquet sur un bâtiment. Exactement. D'accord. Et donc on a besoin d'ingénierie, donc on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'avoir une visibilité étape par étape sur ce qu'il faut faire. Et peut-être que la personne, on va lui dire, c'est tes fenêtres qu'il faut que tu changes en premier. Ensuite, ça sera tes combles, etc. Mais qu'il ait cette visibilité sur réellement ce qu'il faut faire. Et en général, la question du chauffage, c'est-à-dire le moyen de chauffage, c'est le dernier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a rénové totalement le bâtiment, que justement, il a besoin d'un chauffage beaucoup plus faible, là, on va se poser la question de quel type de chauffage. Ouais. Et là, on voit qu'on fait totalement l'inverse. Christophe Demerson, est-ce que, parce on dit propriétaire, on imagine tout de suite quelqu'un qui a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, est-ce que tous les propriétaires peuvent supporter cette rénovation thermique? À quel point sont-ils aidés? Est-ce qu'il y a toujours un reste à charge pour le propriétaire? Alors oui, bien sûr qu'il y a un reste à charge. Chez nous, en moyenne, les propriétaires, ils ont 3 appartements à la location, en moyenne chez nous, les adhérents. Ce que je peux dire aussi, c'est que le fait qu'on ait, entre guillemets, un petit peu précipité les choses et mis le feu aux poudres, le problème, cette transition, on la fera pas sur une catastrophe industrielle en paniquant les gens. Ça, c'est pas vrai. Je n'y crois pas. Et je peux d'ores et déjà vous dire que les objectifs, je peux vous le dire, oui, mais ils on ne est seront déjà pas allé atteints. trop lentement. Ce que disait Guillaume je suis d'accord. C'est que grosso modo, les objectifs annuels depuis non, mais n'ont jamais été atteints. Donc, il faut bien accélérer. Ça n'a pas été atteint. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, le vrai problème, après, si on parle de ça, sur le calendrier, ça va être les matériaux et la main-d'œuvre. Et nous, on avait alerté, je pense pas être contredit sur ce plateau, nous, on avait alerté la ministre Emmanuelle Bargon là-dessus. Je veux dire, les matériaux, on peut pas aller plus vite que la musique, ça n'existe pas. Je veux dire, moi, je suis pas Gérard Majax. Des fenêtres, si vous voulez des profilés, si vous voulez toutes sortes de matériaux, c'est de l'ingénierie. Et effectivement, le personnel, c'est un des secteurs en tension. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est un des secteurs en tension. Sur cette question-là, parce qu'elle est fondamentale, c'est vrai que je disais... On a besoin d'argent pour aller vite, mais c'est vrai que la question des matériaux, la question de toute la filière en fait autour de la construction, de la formation que ça soit des architectes, des équipes d'ingénierie, des entreprises derrière. Donc ça, oui, on a. Mais je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que tout ça, ce sont des emplois et des emplois plutôt. Oui, sauf que si les gens sont pas formés à l'instant T, donc, ça va prendre quelques années. Ça, je sais bien, mais c'est tout ce temps-là qu'on a perdu. C'est-à-dire qu'on a agi sur des primes, sur donner de l'argent un petit peu comme ça, sans se poser la question globale justement de cette filière. Et sur la question des matériaux, moi je pense qu'il y a quelque chose de vraiment très intéressant à travailler. 90% de la rénovation actuelle s'est fait avec des matériaux issus de la pétrochimie, c'est-à-dire fenêtres PVC, polystyrène, etc. Je pense qu'on est en train de créer un problème dans les années à venir sur le recyclage de ces matériaux, la réutilisation, même les problèmes sanitaires sur certains matériaux. Là, on a une chance de se dire comment on produit mieux des matériaux justement beaucoup plus local sur la question des matériaux biosourcés. Alors on a des choses qui sont en train ou le réemploi, le secteur du bâtiment commence à réemployer certains matériaux qui permettent de réutiliser, qui permettent d'avoir moins d'impact aussi sur le recyclage de ces matériaux-là. Et évidemment qu'il faut avancer là-dessus. Donc ça fait partie aussi du travail qu'on va mener pour montrer qu'on a besoin aussi en parallèle d'avancer sur ces filières. Question volontairement provocatrice, et j'aurais pu commencer par là. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, Karine Sebi? Je dis ça parce qu'en Allemagne, au Royaume-Uni, il y a des études qui nous disent que la baisse de consommation après rénovation énergétique, elle est faible et surtout, elle ne dure pas longtemps.
Alors merci effectivement de revenir sur ce point-là, parce que c'est dommage que les médias en fait titrent de cette manière plutôt mensongère, parce que quand on lit ces titres, on a l'impression que en fait les gains d'efficacité énergétique au bout de 2 ans ont disparu. Oui. Et en fait, parce que les gens reprennent leur confort. Technique. C'est ça, c'est ce qui a été dit, c'est qu'il y a des effets pervers qui sont bien connus, et notamment l'effet rebond. Donc l'effet rebond, c'est qu'au bout de 2 ans, on se remet à l'effet rebond, il y a plusieurs. Comme avant, et donc ça, à ce moment-là, ça ne sert plus à grand-chose. C'est peut-être un manque de pédagogie auprès des locataires ou des propriétaires. Par ailleurs, je pense que l'étude britannique serait refaite aujourd'hui en pleine crise énergétique. Je pense qu'avec la sobriété on va dire, qui a été imposée, on n'aurait peut-être pas cet effet rebond. Ça, c'est un point pour vous, j'entends l'argument. Mais l'effet rebond, en fait, aussi, il faut revoir, et c'est là où je reprends un petit peu l'argument de M. Gontard, c'est que la plupart des passoires thermiques, elles sont occupées par des logements qui sont en précarité énergétique, qui sont dans des logements insalubres. Donc c'est vrai qu'avant de la mise en place de cette rénovation thermique, ces ménages se chauffaient difficilement à 17 degrés. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, il y a beaucoup de ménages qui sont en précarité énergétique. Donc c'est une cible vraiment qui est à cibler. Et une fois que la rénovation, en fait, elle est faite, c'est vrai que les gens, ils vont améliorer leur confort. Ils vont trouver que c'est plus facile de se loger à 19 degrés. Et je trouve que c'est dommage. Il y a des gains de santé publique, c'est ce que vous nous dites, qu'il faut intégrer au bilan. Il faut intégrer au coût de la rénovation. Et après, il y a aussi une particularité britannique, et qu'on retrouve aussi ailleurs en Allemagne, c'est que c'est un biais comportemental, c'est qu'il y a beaucoup de ménages aussi qui vont effectuer ces travaux de rénovation lors de l'extension de leur maison, de leur logement. Et apparemment, au Royaume-Uni, ils sont très friands des vérandas, on peut peut-être les comprendre. Et forcément, vous agrandissez la taille de vos logements, et donc vous agrandissez aussi la rénovation, la consommation énergétique. Mais oui, il ne faut pas prendre uniquement que le coût de la rénovation, mais il faut prendre aussi tous les gains, les bénéfices, tels que le confort, l'amélioration de la santé, l'amélioration aussi de la valeur foncière, la valeur verte des biens. Et je trouve que c'est dommage de tuer le gisement en ayant ces messages qui sont plutôt provocateurs, et je vous l'accorde. Et vous aurez eu la possibilité de détailler les arguments. On va ouvrir un chapitre un peu plus politique, parce que ce thème et ces enjeux, ils sont évidemment très politiques. Mathieu, le président de la République qui veut reprendre la main sur la planification écologique. Oui, il réunit demain un conseil de la planification écologique pour fixer la feuille de route gouvernementale sur ce terrain. Alors officiellement, on le sait, c'était plutôt à sa première ministre de le faire, puisque c'est la mission prioritaire qui lui avait été confiée. Mais avec les retraites, elle a sans doute d'autres chats à fouetter. Officiellement, on le sait aussi, cela aurait pu être à son ministre de la Transition écologique de le faire, de prendre le relais, mais ce dernier a quand même bien de la peine à exister au-delà sur son papier à lettres du ministère. Et puis, il faut le dire enfin, Emmanuel Macron sur ce sujet a lui aussi des choses à se faire pardonner, et notamment cette petite phrase prononcée au détour de ses vœux aux Français sur un mode interrogatif. Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires l'été dernier? Petite phrase qui lui a valu évidemment bien des sarcasmes et des critiques. Oui, y compris dans son propre camp. Alors il faut dire que pour un président qui était déjà accusé par l'opposition et beaucoup d'associations d'être celui de l'inaction climatique, c'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied. Le bad buzz a été tel qu'Emmanuel Macron a dû se fendre d'une vidéo d'explication sur les réseaux sociaux, un média qu'il affectionne beaucoup depuis l'automne dernier pour parler environnement aux Français. J'ai été mal compris, a-t-il tenté de se justifier en reprochant à ses adversaires de le caricaturer, avant de remettre une couche en assurant que la dégradation climatique avait été beaucoup plus vite que prévu, ce qui a de nouveau été démenti par des experts. Bref, en quelques mois, le volontarisme écologique affiché par le chef de l'État depuis sa réélection a fait pchit, et du coup ça a fait passer à la trappe la loi sur le développement des énergies renouvelables, par exemple, que sa ministre de la Transition énergétique Agnès Runacher était pourtant parvenue à faire adopter sans esclandre ni 49.3, avec une forme de discussion à la fois au Sénat et à l'Assemblée. Et puis à la trappe aussi les autres initiatives présidentielles, comme l'annonce de futurs RER dans 10 métropoles, ou encore le deal passé avec les industries les plus polluantes de France pour les inciter à décarboner. Alors demain, pas de risque de dérapage en tout cas, puisque la réunion se tiendra hors caméra. Avec quel objectif ? Au-delà de la communication, il s'agit quand même de faire un point d'étape, secteur par secteur, sur la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. On sait que la stratégie française, on le rappelle, reposait sur une réduction de 40%, mais l'Europe a fixé comme objectif 55%. Donc du coup, la France doit à la fois refaire son retard et avancer, fixer un calendrier, une méthode.
pour se mettre enfin sur les bons rails. C'est quand même un très très gros chantier qui, à mon avis, dépassera le cadre de cette seule réunion de demain. Évidemment. Guillaume Gontard, la planification écologique qui était promise, elle se fait attendre. Peut-être qu'il faut expliquer pourquoi c'est aussi important d'avoir... parce que vous nous disiez, là, on est sur le logement et vous dites il faut finalement une action globale, mais c'est vrai aussi d'une planification écologique. Pourquoi c'est important de planifier l'action ? Déjà, c'est évident que c'est important. Après, on est heureux que le président de la République reprenne ces termes, parce qu'il a mis du temps quand même à comprendre que justement c'était important de planifier. Après, moi, ce qui me désole, c'est qu'on est encore avec ces types de réunions. Alors, on a tous les noms. On se réunit beaucoup, on réfléchit beaucoup, c'est très bien. Mais je pense que le temps de la réflexion, il devrait être un petit peu derrière nous. C'est-à-dire que maintenant, les actions, ça a été dit. L'Europe, les objectifs européens, c'est 55% de baisse de gaz à effet de serre d'ici 2030. 2030, c'est dans 7 ans. Et si on regarde la trajectoire qu'on est en train de prendre, c'est évident qu'on les atteindra pas. Parce qu'on n'est même pas dans les clous pour les moins 40. On n'est même pas dans les clous, dans les clous de notre propre, de ce qu'on s'est même fixé. Je rappelle que la Convention citoyenne, c'est pas moi pareil qu'il ait inventé, c'est le président de la République, et là pour le coup j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée quand il l'a fait. Ce qu'il avait demandé aux citoyens et aux citoyennes, c'était de dire justement, dites-moi comment je peux arriver à baisser de 40% d'ici 2030. Les citoyens et citoyennes, ils ont donné des éléments. Donc je veux dire, les trajectoires, ce qu'on doit mettre en œuvre, que ce soit sur la question des transports, que ce soit sur la question sur la rénovation thermique, sur la question de l'alimentation, sur l'agriculture, etc., on sait ce qu'il faut faire. Je ne parlerai pas des rapports du GIEC qui nous dit exactement aussi ce qu'il faut faire. Sur le développement des énergies renouvelables, oui, on a voté un texte. D'ailleurs, il y a eu la commission mixte paritaire juste aujourd'hui. Oui. On voit bien qu'on est quand même très, très loin du compte. On vote un texte. Je dirais c'est mignon. On a un peu simplifié des choses. On va pouvoir un petit peu développer. Il y a une certaine volonté. Mais il n'y a pas de budget. Enfin, je veux dire, on n'a pas du tout parlé de financement de ces énergies, ces énergies renouvelables, pardon. On n'a pas parlé encore une fois de filière. C'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire qu'on va mettre des milliards, et ça c'est plutôt intéressant, sur par exemple le photovoltaïque. Photovoltaïque, en France, on a du silicium, on a des entreprises qui étaient en capacité de faire des panneaux photovoltaïques. Non, on ne s'occupe pas de cette filière-là et ces 40 milliards vont aller directement en Chine avec de l'importation. Donc je pense que là, oui, il y a pour le coup un vrai besoin de planification. C'est un peu le même débat sur la voiture électrique. Et surtout de vision globale. Avec des marques chinoises qui commencent à arriver sur notre territoire. Mais ça, c'est un autre débat qu'on fera sûrement dans cette émission. Je reviens à la question du logement qui fait aussi l'objet de batailles politiques, de batailles internes au sein de la majorité présidentielle. Dans une interview au magazine Le Point, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qualifie de folie, c'est le terme qu'il emploie, cette interdiction de la location des passoires thermiques. Il affirme que les premières victimes de cette mesure seront les locataires les plus fragiles qui auront beaucoup de mal à trouver un logement dans un marché locatif qui va s'assécher. Est-ce que ce risque est réel, Christophe Demers ? Absolument. Pourquoi ? Absolument, le risque est réel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, on est dans le Conseil. Et nous, la première chose qu'on dit, c'est aux bailleurs, respecter la loi. Donc, pour nous, il est hors de question de dire à un bailleur, relouer l'appartement alors qu'il est en G+. Nous, on dit non. Déjà parce qu'il y a les risques objectifs, et puis après, nous, on dit non, faites dans les clous. C'est pour ça que je reviens, et je veux dire, ça se planifie, c'est à l'avance, c'est de l'industrie lourde. On ne peut pas, donc le bailleur, aujourd'hui, il est dans une impasse. On prenait l'exemple sur les petites surfaces. Ce qu'on sait aujourd'hui, et nous, on avait prévenu, on sait les beaux cours, les toutes petites surfaces et les petites surfaces. Les étudiants, ils vont en stage. On nous avait dit ils partiront pas. Oui, on sait très bien que les étudiants, ils partent en stage. Ils partent en stage quand, par exemple, à Noël, fin d'année. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est des petits appartements, ils sont fermés, on les reloue plus. Nous, on va pas dire les louer. Donc là, on parle des 200 000 appartements qui sont impossibles à louer, les G+, depuis le 1er janvier. Mais sauf qu'ils étaient insalubres. Vous nous disiez, Guillaume Gontard, c'est des appartements insalubres. Donc vous voyez ce que je veux dire. C'est la vraie question. On n'allait pas non plus les laisser sur le marché. La vraie question, elle est là. Mais là, ça sera pas 200 000. Je vous le dis tout de suite. Nous, on a dit que ça sera 400 minimum. Mais tous les appartements que vous voyez sur les boulevards, et par définition, les appartements d'étudiants, ils sont au dernier étage. Mais à quel rythme à ce moment-là, monsieur Demerson ? Parce que j'entends l'argument, attention, risque d'assèchement du marché locatif, mais il faut bien les remplacer. Mais c'est pour ça que ce que je vous dis, que c'est quelque chose de global. Parce que si on dit en même temps, si on s'attaque les D, les F, les G, les G+, je veux dire, il n'y a pas les matériaux, donc il faut... C'est comme dans une guerre, il faut choisir l'objectif. C'est 2034, on a encore un peu de temps, mais bon. Non, mais le problème n'est pas là. C'est que mettez-vous
mettez-vous à la place du bailleur. Par exemple, vous êtes dans une lettre, vous êtes en F. Il fallait prioriser, il fallait dire, nous, on était d'accord pour déjà assécher, finir les travaux, complètement éradiquer les G+ et les G. On aurait déjà fait ça, pour nous, c'était une victoire, parce que c'était vraiment l'urgence. Avant de l'interdire à la cassure, j'entends ça. On le dit, et je le redis, sur les bâtiments G et G+, c'est des bâtiments qui sont insalubres. Enfin, je veux dire, dans lesquels on peut pas vivre correctement, avec des coûts de chauffage, avec un confort qui n'est pas. Enfin voilà. Donc, est-ce qu'on accepte? Moi, j'entends Édouard Philippe qui nous dit, ok, donc on préfère laisser des gens dans des conditions insalubres. Moi, ça me satisfait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je pense que quand même, il y a des objectifs qui datent pas d'hier non plus, parce qu'à un moment donné, pourquoi c'est rentré dans la loi? Pourquoi on a mis justement? Je suis pas d'accord. Pourquoi on a mis des dates? C'est aussi parce que ça a tardé. Oui. Et vous nous dites, on nous a pas laissé assez le temps pour rénover ces bâtiments. C'est parce que il y a des règles du jeu. En changeant les règles du jeu. Il y a de l'argent quand même qui est mis et qui accompagne. Donc je pense, mais c'est un petit peu pareil que quand vous avez une voiture, si elle n'a plus son contrôle technique et elle peut plus rouler, on roule plus avec parce que c'est dangereux. C'est de la même manière sur les logements. Et je pense habilement dévié. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est tout simplement que les règles du jeu, elles ont été changées en marche. Et ce qu'on sait, par exemple, aujourd'hui dans les petites surfaces, je réinsiste sur les petites surfaces, mais parce que ça vraiment ce qui va exploser, je veux dire, en termes sociétal. Par exemple, on sait qu'un chauffe-eau, le chauffage de l'eau, c'est un vrai enjeu. Donc, le chauffage de l'eau, un chauffe-eau, que vous ayez une petite surface, ça va beaucoup plus impacter que si vous êtes dans 100 mètres carrés. Mais en réalité, je veux dire, l'étudiant, il prendra sa douche de la même manière. Alors, on n'a pas entendu Karine Séby sur cet aspect. Je reprends les termes d'Édouard Philippe, risque d'assèchement locatif, notamment pour, finalement, les Français qui sont en situation les plus précaires. Alors c'est vrai que l'interdiction, elle envoie un message fort et il va y avoir plein d'appartements qui ne seront plus et de maisons qui ne seront plus sur le marché. Après, un argument, c'est que c'est vrai que la France a tapé fort et même cette mesure qui n'est pas nouvelle et qui est annoncée. Enfin, moi, je sais que depuis que je suis dans des groupes de travail où j'entends des propositions de mesures, ça fait presque 10 ans qu'on en entend parler de cette interdiction de location. Vous êtes en train de nous dire que les propriétaires ont eu le temps. Disons que c'était proposé depuis longtemps, ça a été peut-être mis en œuvre d'une manière peut-être brutale. Et quand on regarde et on fait un benchmark au niveau des pays européens, c'est vrai que la France est précurseur sur ce type d'interdiction. D'ailleurs, ça peut choquer certains pays. Il y a les Pays-Bas qui ont un type d'interdiction, mais pour les bureaux. Et au Royaume-Uni, il me semble qu'il y a aussi une interdiction, une loi qui est similaire. Mais elle a été, par exemple, retoquée au niveau de la directive, alors je l'ai en anglais, la directive de la performance énergétique des bâtiments. Ouais. Donc on voit bien que ça peut poser souci. Mais d'un autre côté, il s'agit de bâtiments qui sont insalubres. Et puis, puisqu'on parle des propriétaires, aujourd'hui, MaPrimeRénov', alors ce ne sont peut-être pas des propriétaires bailleurs, mais les propriétaires occupants, MaPrimeRénov', aujourd'hui, elle concerne 80% des ménages français qui sont modestes, voire très modestes, et la classe moyenne. Et on voit que petit à petit, alors il y a une certaine inertie dans le déploiement des mesures, mais on va dans le bon sens, puisque l'idée, c'était de massifier. Alors c'est sûr que ce sont des rénovations qui sont geste par geste, on ne répond pas aux enjeux. La question que vous m'avez posée au départ, ce n'est pas en faisant geste, par étape, comme ça qu'on arrivera à des rénovations globales, mais il faut prendre le temps parce que la filière n'est pas prête aussi. Les artisans ne sont pas prêts non plus pour faire de la rénovation globale. Mais MaPrimeRénov' intègre petit à petit, me semble-t-il, des mesures sur le modèle allemand qui est pionnier en Europe sur les systèmes de subventions, qui propose des aides qui sont proportionnelles en fait aux économies d'énergie qui seront escomptées. C'est-à-dire que plus votre rénovation elle est ambitieuse et plus vous aurez de subventions. Aujourd'hui, MaPrimeRénov' ne le fait pas vraiment. Et ça, c'est une proposition qui va venir avec mon accompagnateur Rénov', etc. Je vous interromps, pardon. Pas à pas. Pas à pas. Vous vouliez intervenir, ensuite on va parler des bâtiments publics. Absolument, je veux intervenir. Pourquoi ? Parce qu'après, malgré tout, dans le logement, ce qui prime, c'est le principe de réalité. Ouais. Et c'est le temps long. Les objectifs, tout le monde les partage. Tout le monde les partage. Mais après, la question simple, je vais vous prendre un seul exemple. J'étais avec le sénateur Longeau juste avant de venir. Je lui ai parlé une pénurie qui va vous parler tout de suite, parce que là, c'est un peu abstrait, les tuiles. Moi, je suis passé du Puy-de-Dôme, je suis passé par Vichy et la Saône-et-Loire. Pendant plus de 100 km, je voyais toutes les maisons, je dis bien là, on est en décembre, donc il y a 15 jours, toutes les maisons bâchées. Je me suis arrêté, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, les maisons bâchées ? Il n'y avait plus de tuiles. On me dit, mais vous ne savez pas, il y a eu la grêle. Oui, quand ? 9 juin.
Le 9 juin, il y a eu la grêle. Moi, c'était fin décembre. On est le 15 janvier. Tous les objectifs, tout ce que vous voulez, ok, d'accord, il n'y a pas de tuiles. On les fabrique comment? J'ai écouté les propos de notre sénateur, bien sûr. Le biosourcé, les matériaux faits chez nous, les tuiles, et c'est pas loin la Saône-et-Loire, hein. Les tuiles, elles sont fabriquées à côté. Il n'y a pas de tuiles. Une tuile aujourd'hui, c'est du gaz et de la terre. Ça coûte plus cher à fabriquer une tuile qu'à la vendre. Après, on peut me dire, on peut tout m'expliquer. Quelques minutes, et pardon de vous interrompre, et je voudrais qu'on parle des bâtiments publics grâce à Mathias Araez qui peut revenir sur ce plateau. Rebonsoir Mathias. Rebonsoir. Bienvenue à vous. Donc on va parler de la rénovation thermique des bâtiments publics. Et oui, c'est une œuvre pharaonique, Thomas. Accrochez-vous à votre siège. Il y aurait 400 millions de mètres carrés à rénover. Prix total du chantier du siècle. Ce sont les mots de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. 500 milliards d'euros, ni plus ni moins que le budget de l'État pour un an. Il va donc falloir étaler ces projets sur les années à venir et en même temps accélérer, car depuis 2018, l'État n'y a consacré que 3,8 milliards d'euros. Cela dit, tout n'incombe pas directement à sa charge. En réalité, sur les 400 millions de mètres carrés, environ un quart relève de sa compétence, le reste étant des bâtiments des collectivités locales. Alors, on parle de quel type de bâtiments? Eh bien, essentiellement des écoles. Une bonne partie des 60 000 établissements scolaires d'ailleurs, des bâtiments administratifs, des préfectures, des bibliothèques, même le palais de l'Élysée, dont la toiture a pourtant été refaite récemment, aurait son côté passoire thermique, d'après des membres du gouvernement. Autant de chantiers avec plusieurs objectifs. Un, la transition écologique, évidemment, est l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Deux, et ce n'est pas à négliger, un bâtiment mieux isolé consomme moins et coûte donc moins cher. Quels sont les moyens mis en place, notamment pour les collectivités locales? Alors, il y a le budget habituel alloué aux collectivités, dont 5,5 milliards ont été consacrés à cet ouvrage, 2,7 milliards du plan de relance. Le ministère de la Transition écologique a également annoncé récemment un fonds vert de 2 milliards, mais le compte, au final, n'y est pas, d'où la proposition défendue par la députée Renaissance Aurore Berger visant à ouvrir le tiers financement pour les rénovations énergétique. Le principe, un tiers, public ou privé, apporte des fonds qui manqueraient au projet, permettant ainsi d'accélérer le déclenchement des travaux. En contrepartie, ce tiers se remboursera avec des intérêts sur les économies réalisées grâce à la rénovation. Le texte a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale le 19 janvier dernier. Il sera présenté au Sénat le 16 février. Merci Mathias. Guillaume Gontard, faudrait peut-être déjà que l'État, les collectivités locales balayent devant leurs portes. Est-ce que le retard pris pour les bâtiments publics est au même niveau que pour le privé? Ou est-ce que c'est encore pire? Je pense qu'on doit être au même niveau, voire pire. Alors après, avec des difficultés aussi qui peuvent être différentes. Vous avez parlé de l'Élysée, mais en tout cas sur la question de bâtiments historiques, etc., sur lequel il peut y avoir des difficultés, effectivement, techniques, en tout cas sur la question de la rénovation thermique. Mais c'est sûr qu'il y a eu un retard considérable qui a été pris, que ce soit sur, je dirais, en charge de l'État, mais sur l'ensemble des collectivités. Mais ça, encore une fois, on parlait de planification, de choix, je dirais, et de motivation en fait pour les collectivités. Je pense que ça passe par des priorisations, et notamment en termes d'aide et de subventions. Alors évidemment, il faut de l'argent, ça c'est indéniable, encore une fois, et c'est sûr qu'on voit bien que ce qui a été mis au pot jusqu'à présent est loin d'être suffisant. Mais il y a aussi sur l'orientation de cet argent, et c'est vrai que dans les collectivités, je vois notamment à travers certaines régions, si on met pas de conditionnalité justement sur les aides, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les aides qui peuvent être apportées à une commune, si on priorise pas en disant avant peut-être de faire un projet, de faire un nouvel équipement, il va peut-être falloir isoler, travailler sur votre équipement parce que ça va faire baisser le coût de Donc vous voulez dire qu'il y a des milliards qui ont été mal utilisés depuis des années. Il va falloir intervenir. En tout cas, de prioriser. On est bien dans cette question-là. On a un peu une urgence, mais une urgence qui se retrouve. Je veux dire, les collectivités aujourd'hui qui ont fait cet effort d'isolation, qui ont travaillé sur leur économie d'énergie à tous les niveaux, aujourd'hui sont forcément moins impactés par l'augmentation des prix d'énergie. Donc on y a vraiment intérêt. Donc c'est vraiment de prioriser là-dessus, de se poser aussi les bonnes questions, parce que
même si le parc de bâtiments et de logements existants est le plus important, mais il faut aussi réfléchir aux bâtiments et aux équipements qu'on construit aujourd'hui. Moi, j'ai encore vu des projets, notamment par exemple de piscines, où je me dis, c'est pas possible. On va construire des équipements sans se poser la question du chauffage, où on est encore avec des types de chauffage, soit électrique, sans avoir de réflexion globale. Peu d'isolation, en tout cas le minimum réglementaire, alors qu'on sait que c'est des équipements qui sont faits pour durer un certain temps et qui vont avoir un impact, et on le sait bien, la difficulté des collectivités, c'est sur leur budget de fonctionnement. Et donc c'est là où on doit réellement travailler, et là c'est sûr qu'on est très très loin du compte. Karine Seby, je rappelle que vous avez participé à l'Observatoire européen du bâtiment. Vous disiez que la France était peut-être un peu pionnière sur les mesures coercitives, on va dire, avec l'interdiction de la location des passoires thermiques. Est-ce que, à l'inverse, si on compare notre parc public, je ne sais pas si vous avez la réponse, je ne veux pas vous coller, mais à celui d'autres pays européens, est-ce qu'il y a des efforts de rénovation qui ont été faits plus tôt par d'autres voilà. Moi, je voudrais juste réagir à ce qui a été présenté par votre collègue. En fait, ça s'appelle le contrat de performance énergétique. C'est connu, pareil, comme l'effet rebond, c'est vieux comme le monde. Et c'est une mesure qui a été mise en place en fait, en Allemagne depuis presque 15 ans. Et l'avantage, en fait, si vous voulez, c'est que ça s'applique bien au niveau des bâtiments publics parce que vous avez des économies d'échelle et plus difficilement justement sur le parc résidentiel où là c'est plus petit et vous avez des économies d'énergie qui sont pas forcément garanties à cause de l'effet rebond. Et là en fait sur les bâtiments publics on peut mieux gérer avec des managements d'énergie, etc. Et ce sont les économies d'énergie en fait qui vont payer petit à petit au fil de l'eau l'investissement initial. Donc cet exemple est bon. Ensuite, pour mettre en avant peut-être une innovation, enfin une mesure qui est plutôt innovante et mise en avant en France, c'est aujourd'hui ça s'appelle France Rénov, mais par exemple on est en France, je crois, le seul guichet unique au niveau national qui garantit, si vous voulez, c'est un service public qui garantit un conseil neutre, de qualité et indépendant et qui va être personnalisé en fonction des besoins avec un relais local. Je crois qu'on a 550 agences dans les territoires. Et ça, c'est quelque chose qui a été premièrement développé en France et en Europe. Ensuite, l'Allemagne est un exemple, je l'ai dit tout à l'heure, sur le programme de financement avec cette proportionnalité des aides accordées en fonction des économies d'énergie. Il faudrait cumuler en fait le MaPrimeRénov', puisqu'on a des aides qui sont proportionnelles aujourd'hui aux revenus, avec des aides qui sont de plus en plus qui sont progressives en fonction des économies réalisées. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de ce numéro de Sens Public. Je vous dis à demain sur Public Sénat et puis notez votre prochain rendez-vous politique dans la matinale. Oriane Mancini reçoit le président des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Belle soirée à toutes et à tous.